Flow, l'actu de demain. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans Flow. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Alors pour le rappeler, chez Flow, on va à la rencontre d'experts, d'entrepreneurs qui remettent en question le monde actuel, je crois que c'est un peu ton cas, et qui proposent quelque chose de nouveau pour repenser le monde de demain. Alors je voulais justement te recevoir pour parler du mouvement que tu as créé qui s'appelle les 99%. Mouvement qui a pour volonté de faire émerger une équipe de personnalités compétentes, inspirantes de la société civile qui souhaitent se mettre au service des autres et porter un projet commun en vue des élections de 2027. Alors c'est un sujet très d'actualité du coup, et donc je pense qu'on a pas mal de choses intéressantes à dire autour de ça, mais je trouvais l'approche effectivement assez nouvelle, assez atypique et donc très intéressante. Donc merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es et ce qui t'anime ? Alors qui je suis Nicolas Gouy, 42 ans, j'habite dans le Puy-de-Dôme, un petit village au pied du Puy-de-Dôme sur la chaîne des Puys. J'ai une formation d'ingénieur en informatique et puis petit à petit je me suis intéressé au management parce que j'encadrais des équipes, c'était en Inde, c'était aux États-Unis ou dans des projets un peu complexes, on m'envoyait sur des crises quoi. Donc je m'éclatais, ça me permettait de voyager. Ah ouais. Mais je me suis aperçu que les bugs, c'était pas que dans la technique, c'était surtout humain, dans les relations humaines. Donc c'est difficile à régler les bugs humains. Ouais, c'est ça. Et donc, je suis un peu sorti de la technique, mais pour aller dans l'encadrement d'équipe, le coaching, pour mettre en place des méthodes qui s'appellent l'agile, le lean management, des choses comme ça qui s'appuient sur le développement des connexions entre les personnes. La qualité des relations entre les personnes, et après, de là, émergent des bons produits. Mais je voulais juste bien faire mon boulot, quoi. Et comme on bosse en équipe et que c'est complexe, fallait que je travaille là-dessus. Ça m'a passionné, et puis je suis devenu consultant en transformation des organisations. En gestion de conflits, gestion de crise, médiateur. Et mon point de départ maintenant, c'est de partir des relations humaines dans n'importe quelle organisation, de renforcer les connexions et les gens, une fois que c'est fait, trouvent les solutions par eux-mêmes, par un esprit de corps, un esprit d'équipe. On redevient une organisation vivante et humaine. Voilà un peu super intéressant. Qui je suis et mon parcours. Ouais, tu me parlais de gestion de crise, donc okay, gérer une crise, ça part de l'humain, quoi. Et de la connexion entre les humains. Gérer une crise, ouais. Le conflit, on a des fois une vision un peu négative de ça, alors que moi je trouve que dans les organisations, il faut que les conflits, il faut que ça sorte, quoi. La base d'un conflit, d'une crise, c'est un malentendu, un mal entendu. On n'a pas entendu une information de l'autre. Depuis que je suis médiateur, par exemple, j'ai beaucoup plus de conflits avec ma femme, mais de micro-conflits, tous les jours qu'on apprend à gérer. Des conflits sains. Voilà, ça. Parce que ça sort, parce que vous pouvez le régler. Du coup, et on le règle. Alors que si on le cumule pendant 5 ans, 10 ans, etc., ça explose et ça fait exploser une boîte. Ouais, tout à fait. Pardon, je reviens sur ta première question. Qui je suis ? Tout à fait. Et deuxième... Ce qui t'anime. Ce qui m'anime, je crois que j'ai commencé à l'aborder. Ouais. C'est, ce qui m'anime, c'est l'intelligence collective, on va dire. Là, dans ce que j'ai décrit, c'est vraiment... le mot pour moi c'est pas rien, c'est mon combat depuis 20 ans. Intelligence collective. Intelligence collective à grande échelle, quoi. Okay. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on arriverait à être intelligent collectivement à grande échelle, au moins à l'échelle de la France, même si on peut pas se couper des autres. Et d'habitude mes clients ils m'appellent, disent on est en crise, tu peux venir nous aider, j'arrive. Là la France m'avait pas demandé, mais je me dis si la France avait me sollicité, qu'est-ce que je ferais, par où je démarrerais. Donc je démarrerai par le lancement d'un mouvement, d'un site internet comme je suis ingénieur en informatique. Bien sûr. Pour faire émerger l'intelligence collective. C'est un peu ça mon dada et ce qui m'anime. Qui est arrivé donc les 99%. Donc un constat de la France en crise, effectivement. Le souhait de faire émerger l'intelligence collective pour réparer un petit peu ce dysfonctionnement. Et donc c'est comme ça que tu as commencé à te tourner vers cette idée. Vers ce mouvement que tu as créé, donc des 99%. Enfin, c'est quand même un saut assez important. Il y a quand même un revirement de situation, même s'il y a des connexions assez évidentes, comme tu le disais, l'intelligence collective, la connexion entre les personnes, entre les humains. Mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce passage, sur ce switch entre ta vie d'avant, c'est toujours celle d'aujourd'hui, et puis cette volonté de t'engager dans quelque chose un peu différent. 2002, je pense,
C'est la première fois que j'ai voté pour les présidentielles. Et j'ai vécu ça. Il y avait le deuxième tour entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Ouais. Et à l'époque, j'étais étudiant. J'avais plein de copains maghrébins dans la cité étudiante. Et puis, le soir du résultat du premier tour, ils débarquent chez moi. Ils disent « Qu'est-ce qu'on fait ? On va être renvoyé au pays, etc. » J'étais très choqué. Et bien sûr, j'ai tout de suite fait la procuration. Enfin, pour moi, je regardais la télé toute la nuit. C'était quelque chose de très important pour moi. Mais c'est la dernière fois que j'ai voté. Voilà. D'accord. Pendant des années après, parce que j'ai sorti de l'émotion, j'ai pu voir qu'au niveau systémique, ça allait pas. Ouais. Justement, je votais pas parce que je m'intéressais énormément à la politique. J'aime lire l'histoire, l'économie, et je voyais plus de sens. Ouais. Je voyais plus de sens. Ce qu'on te proposait, ce qu'on me proposait m'allait pas. Quoi. Attendu, ouais. Et donc à force, donc tu fais une fois, deux fois, trois fois, mais quand tu vas dans un resto et que tu goûtes les plats et que ça te convient pas, enfin il est fou d'y revenir. Ouais. Donc je me voyais pas, j'ai envie de, tu vois, dimanche il y a des élections, moi mon rêve, je veux contribuer à ça, c'est d'y aller avec joie, avec goût. Ouais. Et tu regardes la carte, il y a des petits restos, des fois ils sont pas connus, pas chers, t'as envie de tout goûter quoi. Ouais. Moi j'ai envie de vivre ça. Ouais. Dans ma salle des fêtes, dans mon petit village, je rentre. Il y avait 38 propositions l'autre fois. J'ai dit, j'ai envie de... Ah, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Même d'en composer 3 ou 4, de les mettre ensemble. Ouais. Tu vois, un bon resto, on fait. Et notre vie, nos choix, nos jugements, ils sont liés à ça. À la passion, à l'amour. Dire, j'en veux, c'est génial. Et là, dans ce système électif, non. Donc moi, je peux pas faire les choses à contre-cœur. Ouais. Voilà mon truc. Donc je votais pas. Et il y a une deuxième accélération. Je pense que c'est 2017 avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. J'ai vu ça et je me dis, mais c'est une candidature fabriquée, il y a quelque chose de très superficiel, artificiel, autre. Donc ça m'a beaucoup énervé, mis en rage, mais j'ai vu qu'autour de moi, ça réagissait pas, je m'énervais tout seul. Donc, c'est la dernière fois que j'ai parlé de politique en famille ou avec les amis. D'accord. Et en même temps, et j'ai vu, maintenant je rencontre là, des gens extrêmement brillants qui ont cru certaines choses sur la société civile, sur le respect de la science, sur plein de choses, qui à l'Europe, une vision libérale des choses qui est fascinante. Donc j'étais sûrement excessif, mais il y a quelque chose que je sentais pas là-dedans, quoi, qui me paraissait artificiel. Et puis après, ça a été un cumul on va dire, du décalage entre le discours et l'action, permanent. Au niveau depuis 2017, donc ça m'a fait ça. Après, je dis ça, je pourrais dire pour quelqu'un de gauche, si on prend François Hollande sur mon ennemi, c'est la finance, bon, par rapport à ce qu'il a fait, l'action n'était pas alignée. Si on prend Emmanuel Macron, juillet 2017, il dit il n'y aura plus aucun sans-abri à la fin de l'année. Oui. Il y avait 150 000, il y en a 400 000, je crois, en France aujourd'hui. Donc des décalages permanents, discours, action. Ta frustration, c'est par rapport à l'homme politique en général, quoi. En général, ouais. Et donc son décalage entre son discours et ses actions. Un manque d'intégrité. Ouais, tout à fait. Et dans les dirigeants que je côtoie au quotidien, j'avais un client il y a 2 mois, il a un comité sur un grand groupe du CAC 40, et puis il a une grande réunion, là, un comité de direction haute, pas évident, il allait exposer son projet, enfin les résultats de son projet. Et puis je le voyais pas stressé, je dis c'est bizarre quand même, t'es pas stressé, enfin ça va. Il dit ouais, parce que j'ai dit un truc il y a 6 mois, je l'ai fait, je vais juste témoigner, quoi. Ouais, intéressant. J'ai aucun stress. Ouais. Donc je vois des leaders qui sont intègres, qui sont alignés entre le discours et l'action. Après, on peut pas être d'accord. C'est pas du tout contre Hollande, Macron, je peux prendre n'importe quel nom. C'est le manque d'alignement. Ouais. Ou au moins, j'ai fait le test, je me suis amusé avec ChatGPT. Je lui ai demandé, c'est quand la dernière fois qu'un homme politique a dit « je me suis trompé ». Je fais des choses comme ça avec ChatGPT, j'aime bien. Il n'a pas trouvé. C'est vrai, il a bugué. Il a bugué. Il dit alors oui, il m'a justifié. Pas la définition même. Ouais, ça va pas. Il dit ça fait pas partie de leur job. C'est vrai que c'est difficile. J'ai insisté. J'ai dit non, mais la dernière fois où quelqu'un a admis, il dit. Donc il a fini par me dire peut-être Hollande. Il a dit j'ai fait une erreur de jugement par rapport à Cahuzac. Cahuzac, je le répète, qui était, je crois, ministre du budget c'était beau, ça. Contre l'évasion fiscale et qui avait un compte en Suisse, etc. Ouais. Et qui bien aligné. Voilà, bien aligné. Voilà, encore une fois. Donc voilà, c'est un cumul. Ouais. Et ça s'est transformé petit à petit. Je pense comme beaucoup de gens, un repli sur soi, on arrête de voter. Et puis quand même petit à petit de la colère, on pense à mon fils, les générations d'après, et dire qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Et donc l'an dernier, donc ça c'est une chose. Aussi un petit événement intermédiaire, il y a 3 ans je crois. Je lis le livre de Propovic, un des leaders fondateurs du mouvement Haute-Port, qui veut dire résistance, qui est un mouvement qui a fait tomber, un mouvement non violent,
qui a fait tomber Milosevic en Serbie, Oui. début des années 2000, je crois, fin des années 90, et qui explique, le titre est génial, c'est comment faire tomber un dictateur quand on est petit, sans armes, qu'on n'a pas de pouvoir, quoi. Et au-delà de la blague, en termes de conduite du changement, je trouve que c'est un des meilleurs bouquins qui existent, d'une manière pratique. Parce que c'est pas que son histoire, c'est qu'il analyse les théories sur la non-violence depuis 200 ans, et il prend comme référence cette politologue d'Harvard qui a étudié les mouvements non-violents depuis 200 ans. Aussi le travail de Jane Sharp qui a travaillé sur les stratégies non-violentes. Et il y a quelque chose de très pragmatique autour de la non-violence, c'est qu'ils disent les mouvements violents, ils ont gagné 23% du temps, les non-violents 56% du temps. Ah ouais, intéressant. Donc, au mieux utiliser la non-violence. Et puis, c'est ce qu'il décrit là par rapport à Milosevic, autres, ils ont les armes en face, autres. On peut pas, de toute façon, c'est une mauvaise tactique d'utiliser ça. Gandhi, pareil, c'est qu'on n'a pas les armes, c'est pour ça qu'il faut de la non-violence. Il n'y a pas que ça. Au-delà de la morale, il y avait aussi, on veut gagner, quoi. Aussi, On veut gagner. On veut une vraie transformation profonde et qui dure. Sur les 56%, c'est aussi qui dure dans la durée, la transformation. Donc, il utilise l'arme de la pensée, alors, plutôt. Il y a plein de techniques, par exemple l'humour, il va décrire ça. Alors Milosevic, par exemple, il travaillait, je prends un exemple, ils organisaient des concerts de musique, ils mettaient des bidons comme ça, où ils mettaient la tête de Milosevic avec une batte de baseball pas loin, et puis ils disaient 20 centimes pour taper dessus, et puis les gens se sont mis à taper dessus, et les policiers ne savaient pas quoi faire, sinon ils allaient être ridicules. Ils ont utilisé beaucoup l'humour. Ok. Qui a inspiré plein de mouvements au niveau du printemps arabe. Donc il décrit tous ces mouvements, de la non-violence, de l'utilisation de l'humour, mais en agissant, en mobilisant. Et aussi ce qu'ils disent sur la non-violence, ça te permet de mobiliser une masse de personnes et de créer un vrai rapport de force. Donc il y a 3 ans, je lis ça, et puis j'ai une pépite, c'est je vais faire le pont avec le nom, les 99%, c'est qu'il cite ça, il cite plein de mouvements non-violents. Et il y en a un, c'est Occupy Wall Street. Ouais. C'était en 2010-2011, je crois. Je ne sais pas si ça a vérifié. Un mouvement où ils occupaient Wall Street, où ils luttent contre les excès de la finance. Autres. Ils disent les 1%, enfin il y a 1% de personnes les plus riches qui possèdent autant que 99% des autres. Et il dit, ils ont utilisé le nom, leur marketing n'était pas bon. Leur stratégie de marque, leur nom de marque n'était pas bon parce qu'ils ont utilisé le nom Occupy Wall Street. Pour quelqu'un qui n'est pas à Wall Street ou qui n'est pas là-bas, c'est compliqué, ça ne fédère pas. Ouais. Il dit ils auraient mieux fait d'utiliser un nom comme les 99% pour fédérer le maximum de personnes. Tout le monde se serait reconnu là-dedans. Oui, bien sûr. Donc c'était il y a 3 ans. Et donc quand j'ai lancé le mouvement, je me dis, non, à cette époque, quand j'ai lu ça, si je lisais ça, c'est pas anodin. Et puis je ne considère pas du tout qu'on est dans une dictature, mais qu'il y a des choses à changer. Ouais. Et que je ne sais pas trop comment m'y prendre autre, mais la non-violence, ça me parle. C'est ce que j'applique dans les organisations. Je fais des transformations par la non-violence, avec de la communication non-violente, avec de la médiation, des outils d'intelligence émotionnelle pour transformer les relations, pour après transformer les organisations. Donc je m'étais dit ça, je dis j'aimerais bien faire partie un jour d'un mouvement en France qui s'appelle les 99% qui change la donne, quoi. Voilà, il y avait ça. Et si j'utiliserais ce nom, si un jour on fait partie, je déclenche autre. Et puis là, donc en novembre, quand j'ai fait, ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Alors qu'est-ce que les 99% du coup Très bonne transition. Les 99%, c'est parti d'un constat assez simple. Amusez-vous juste à regarder le nombre d'adhérents des partis politiques en France aujourd'hui. Je ne parle pas des gens qui cliquent quand il y a une élection ou autre. Je parle des gens qui tous les ans, par exemple, vont adhérer, vont donner 10, 20, 30, 40 euros. Je pense qu'au maximum, on est sur 1 million de personnes. Je pense que plus réaliste, ça serait 500 000 personnes. Le corps électoral, on est aux 48 millions ou 50 millions de personnes. Donc on est sur du 1% ou 2% de la population. Je parle bien des adhérents, uniquement des militants, des plus engagés en fait, qui y croient, qui tous les ans, quand il n'y a pas d'élection, ils croient à ça. Donc on peut vraiment se poser la question, pourquoi il y a 1% de la population, ou 2%, qui décident de certains candidats, et après, nous, on accepte ou on rejette. Ouais. Donc ça, c'est un premier. Pour aller plus loin, là, on est en juin, il y a les législatives anticipées fin de semaine. J'aimerais bien qu'on regarde combien de personnes ont décidé des noms qui vont être dans les investitures, dans les circonscriptions. Chaque parti, même s'il y a 500 000 militants ou adhérents, ou même 1 million,
ça se compte, c'est peut-être 50 personnes en tout qui ont décidé des noms. Qui choisit les noms personnes pour lesquelles on va voter. Voilà. Ouais. Donc qui fait la carte du menu de resto qui nous plaît ou nous plaît pas. Et moi je considère pour beaucoup il nous plaît pas. Et donc même le chef cuistot qui prépare la carte et le manager, ensemble, c'est 50 personnes en France. 100 personnes en France. Il faut ralentir. Si on a un extraterrestre qui débarque en France, il dit, vous me parlez de démocratie, on reviendra sur le mot démocratie. Qu'est-ce qui se passe là dans votre système ? Il y en a 50 ? Oui, parce que la démocratie, effectivement, c'est pas forcément donner au peuple la possibilité d'élire quelqu'un, c'est aussi potentiellement choisir les personnes qui vont le représenter. Alors oui, si on va un tout petit peu plus loin, mais on parle du coup de représentatif, on est plus sur un gouvernement représentatif ou une assemblée représentative. On n'est même pas sur démocratie, sur le fait que le pouvoir est exercé par le peuple. C'est complexe, mais rien que sur le côté représentatif, effectivement. Ouais. Donc, moi, ce que je fais dans les organisations ou même dans mon assoce de village ou quand je suis dans l'assoce, c'est qu'on regarde les gens qui bossent et on fait une élection sans candidat. Donc, on regarde celui qui sans candidat. Élection sans candidat. Ça, c'est une idée forte quand même. Voilà, c'est une idée forte, mais en plus, c'est dans les mots qu'on utilise. Les politiques, c'est fou, j'espère qu'ils vont regarder un peu l'étymologie, l'histoire des mots, quand ils disent qu'ils vont briguer un mandat. Briguer, c'est la même racine que brigand. La brigue, c'était extrêmement péjoratif. 18e, 19e siècle, la brigue, c'était une insulte. Tu brigues quelque chose, c'est que tu manipules en secret les choses, et c'était une insulte. Et maintenant, donc brigand et briguer, c'est la même racine. Donc tu vois, rien qu'avec cette phrase, j'aimerais que les politiques ralentissent et qu'ils réfléchissent la prochaine fois qu'ils veulent briguer un mandat. Ouais. Donc le pouvoir, c'est pas rien. Tu remets ta vie dans les mains de quelqu'un. C'est lui qui va décider s'il envoie des troupes au sol ou je ne sais quoi, s'il met un masque à tes gamins à 12 ans, etc. C'est pas rien. Ouais. Et plus il y a de crise, plus, à la limite, quand tout allait bien, c'est l'abondance et ils distribuent les sucettes. On peut avoir des gestionnaires, des Excel et des cabinets de conseil, moi ça va. Mais quand ça touche nos corps, la paix, la misère, etc., enfin, ça touche dans nos chairs, nos proches ou autres, il faut faire attention. Donc des gens qui briguent des mandats, j'ai tendance à me méfier, des brigands. Bon, une fois que c'est dit, je pense que par exemple un mécanisme d'élection sans candidat est intéressant. Donc le lien avec les 99%, c'est que pour moi le point de départ, c'est qu'il y ait au moins un système d'élection sans candidat à grande échelle. Pour faire émerger des personnes qui sont plébiscitées par tout le monde. Voilà, plébiscitées par... Alors, et je pense que c'est possible maintenant. Je comprends avant, ou si on regarde ce qui s'est passé en 1789, ce qui a été dit, l'abbé Sieyès, en septembre 1789, il dit bon, c'est compliqué au niveau du territoire de mobiliser tout le monde, et puis les gens n'ont pas le loisir, le temps de s'occuper au niveau de la politique, etc. Donc il faut bien sûr quelque chose de représentatif. Et la démocratie, c'est un vrai risque, c'est un vrai danger. Après, le nom a été utilisé, mais avant, démocratie, c'était les émeutes, c'était ça leur vision du mot démocratie. Il a changé au 19e siècle. D'accord. Maintenant, il est positif, mais pour eux, c'était extrêmement négatif. Ils étaient des adversaires farouches de la démocratie. D'accord. 1789, il ne faut pas oublier ça. C'est dans les textes, c'est écrit. Pas... Et les Américains aussi, sur les deux révolutions, il y avait cette même vision de la démocratie. Donc, je reviens sur l'élection sans candidat. Donc, il disait, non, c'est pas possible, donc il faut des représentants autres. Mais il n'y avait pas les outils techniques, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, il faut regarder le décalage qu'il y a entre cette vision, cette idéologie, pourquoi pas. Je peux entendre. On dit, il faut des gens qui ont du temps, qui ont des compétences pour pouvoir prendre des décisions qui impactent l'ensemble des personnes, mais au moins qu'on les fasse émerger avec les outils qu'on a aujourd'hui. Il y a un vrai décalage entre les outils qu'on a, ce qu'on vit au quotidien, et ce qu'on en fait. Ouais. Et ce qu'on en fait par rapport au domaine politique. Donc il y a un vrai retard. Donc je pense que sur la partie élection, il y a un gisement à trouver, parce que maintenant on sait, les gens, on peut voir ce qu'ils ont fait depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, s'ils sont compétents, et s'ils sont au service des autres. Je pense que c'est les deux piliers. Compétences au service des autres. J'aimerais qu'on regarde là, sur tous les candidats qui sont présentés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Combien d'associations ils ont montées au service de l'intérêt général depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Est-ce qu'ils ont une cohérence intellectuelle ? Quand ils se sont trompés, est-ce qu'ils ont dit « je me suis trompé » ? Et ça, maintenant, on peut le voir avec nos outils. Et on peut les détecter.
Regardez sur les réseaux, et ceux-là, on les retrouve, c'est qu'on les suit. Sur Twitter, sur LinkedIn. C'est pas parfait. Mais on peut voir qu'il y a certaines personnes qui nous inspirent. Et on sent qu'ils sont au service des autres et de l'intérêt général. On peut voir ça, on a un track record par rapport. Complètement. Et on se retrouve donc avec ce paradoxe. C'est d'autres qui sont restés sur l'ancien mode, où il faut bâtir un capital politique sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, enfin voilà. Hollande, Mélenchon, il y a des discussions entre eux deux là, la semaine dernière. Ou Le Pen, le mot, je l'entends depuis que je suis gamin. Ça fait 40 ans. Il y a des qui se retrouvent, ils ont été ministres en plus, ou présidents, ils reviennent. Donc on peut regarder qu'est-ce qu'en termes de contribution, et être élu et siéger à une assemblée n'est pour moi pas forcément une contribution à l'intérêt général, surtout quand tu es dans l'opposition. Combien d'amendements sont adoptés? Non, notre système fait qu'ils sont souvent pas adoptés. Donc il faut regarder. Challenger leurs actions et leur intégrité. Effectivement. Puis combien on crée des jardins partagés, rallumer des fours à pain dans les villages. Il y en a qui ont changé d'avis, effectivement, qui ont retourné leur veste. C'est déjà arrivé. Est-ce qu'ils ont été exemplaires par rapport au service des autres? Avant d'être dans la politique, une fois que tu y es, c'est particulier, c'est encore un autre cas, c'est qu'ils sont obligés de cumuler un capital politique pour après aller vers le pouvoir, etc. Donc on dit, le proverbe dit que le pouvoir corrompt, le vrai proverbe, il me semble, c'est le pouvoir tend à corrompre. Donc il y a un mécanisme de toute façon où les personnes vont perdre leur intégrité au bout d'un moment. Donc il ne faut pas que ce soit trop long. Et maintenant, on a les outils pour mettre en visibilité, pour voir ce qui s'est passé au niveau des personnes. On a des outils d'intelligence collective pour faire émerger les personnes. Et on a aussi les systèmes de formation qui permettraient de créer des leaders politiques temporairement, pour 5 ans, 10 ans, qui permettraient qu'ils soient complètement au service des autres et qu'après ils partent aller monter des boulangeries, etc. Oui, c'est-à-dire que le pouvoir peut corrompre. Il ne faudrait pas qu'il arrive à corrompre les personnes avant qu'elles accèdent au pouvoir. C'est sûr. C'est souvent ça ce qui est compliqué. Et c'est, je rejoins aussi ce que tu disais, ce qu'on disait tout à l'heure, mais Platon définissait l'homme politique idéal comme une personne qui ne souhaitait pas accéder au pouvoir. Et donc aujourd'hui, l'objectif et la mission, donc on a ce paradoxe, vision, c'est ceux qui ne veulent pas y aller. Souvent, on détecte des personnes qui seraient bonnes pour le pouvoir. Ceux qui veulent y aller, c'est normal qu'on s'en méfie. Il faut être fou pour le pouvoir. Et donc l'objectif, la vision et la mission des 99%, c'est un petit peu ça, c'est de faire émerger donc via donc un plébiscite, tout simplement, des personnes qui sont compétentes, qui sont au service des autres et qui pourraient être les personnes qui pourraient représenter un vote populaire pour les prochaines élections. Alors il y a ça, il y a plusieurs niveaux. Là on a lancé, donc c'est les99.fr, où il y a des personnes qui sont issues de l'éducation, de l'énergie, mais surtout les votants qui proposent des personnes. On a lancé le site et très vite, il y a eu des centaines de propositions. Donc n'importe qui peut proposer n'importe quelle personnalité, n'importe quelle personne en disant lui je trouve qu'il est pertinent. Tu n'as pas besoin de justifier quoi que ce soit, tu proposes. Non, tu proposes. Et après, il y a un cumul de votes et il y a des personnes qui émergent. Chacun peut voter ensuite pour les personnes qui sont proposées. C'est ça. Il y en a qui sont proposées et tu fais surtout une équipe en fait. Chacun peut constituer son équipe. Tu fais regarde, un sélectionneur de l'équipe de France. Il prend celui qui court vite, qui marque des buts. Il ne prend pas celui qui a le nom de famille de l'autre depuis 40 ans, ou qui passe plus dans les médias, même s'il passe dans les médias et qu'il parle bien. Non, il prend les meilleurs joueurs. Pour les politiques, j'aimerais qu'on se pose la question. Donc, moi, je veux qu'on soit... Les meilleurs joueurs en tant qu'experts. En tant qu'experts sur leur domaine de compétences. Et comme on a un monde de plus en plus complexe, la clé, pour moi, ça va être le collectif. On peut plus, je pense, c'est plus possible. Un homme ou une femme providentielle, un De Gaulle, un Churchill, je pense que c'est compliqué aujourd'hui. Le monde est beaucoup plus complexe. Par contre, une équipe providentielle, même si ce n'est pas mon désir premier, mais je trouve que c'est déjà moins pire. Donc, il faut constituer une équipe. Un des signes que j'ai eu, c'est que sur tous mes projets, d'habitude, ma mère, elle réagit en 48 heures, elle me soutient tout le temps. Là, elle a mis 6 mois à faire son vote. Ah, intéressant. Donc, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas mal. Il y a un truc intéressant là-dedans. C'est pas un soutien autre, c'est qu'elle a vraiment réfléchi, c'était important, et elle a constitué sa liste. Elle me dit, tiens, j'ai mis celui-là, puis j'ai trouvé ce nom, je l'avais oublié, etc. Donc tu redonnes du pouvoir aux gens. Moi, c'est issu aussi d'un jeu que je faisais quand l'actualité politique m'agaçait ces dernières années. Je demandais juste en famille, pour pouvoir parler politique en famille sans en parler, je dis, ça serait quoi votre gouvernement idéal ? Et là, c'est pas pareil.
Quand tu demandes une personne autre, tu dis en éducation qui t'aime bien. Et puis là, les gens vont dire j'ai vu il y a un bouquin, je l'ai vu passer à la télé, Céline Alvarez, c'est pas mal ce qu'elle a fait là sur la pédagogie Montessori en maternelle. Ça, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Ouais. Ah, c'est intéressant. Mon frère qui est à fond dans l'écologie, les arts, il me parle de Francis Allais. Je dis je connais pas. Il me dit c'est un gars, il a un projet. C'est celui qui a créé le concept de canopée au sommet des arbres pour observer. C'est un scientifique de renom, c'est quelqu'un d'extraordinaire au service des arbres. En admiration des plantes, qui a donné toute sa vie pour qu'on se mette à s'émerveiller auprès des plantes, et un scientifique et qui a un projet de créer une forêt primaire en Europe. C'est 25 km par 25 km, forêt primaire. On n'y touche pas, on laisse faire, autour d'une rivière ou autre. Et c'est important pour lui. Il m'a fait découvrir ça. Quand j'ai posé cette question, c'est quoi ton gouvernement idéal ? Il a pensé à lui naturellement. Voilà, naturellement, spontanément. Et suivant les personnes... Sans qu'on lui ait suggéré quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Ça revient sur l'élection sans candidat. Sans candidat. Ça force à réfléchir. Et tu dis, mais c'est pas évident au début. C'est pas évident. Mais il y a toujours quelqu'un qui émerge finalement. Alors voilà, en fonction des sujets. Mon père qui est plus dans l'entreprise ou autre, commerce, il a cité un ou deux plus entrepreneurs, commerciaux de renom, ou Jean Covici, il a pris, tiens j'aime bien Jean Covici. Et là ma mère a dit, Jean Covici j'aime. Je lui dis c'est la première fois en 20 ans que je le voyais d'accord sur quelque chose. Donc je me suis dit, non il y a quelque chose là. Avec les 99% on va pouvoir faire quelque chose. Okay. Si mes parents arrivaient à être d'accord, alors là ils étaient d'accord sur Jean Covici. Et puis mon père comme ça il me glisse à la fin, il me dit... Mais bon, on ne sait pas trop s'il est de droite ou de gauche, il glisse comme ça en murmurant. Mais justement, c'est ça aussi qui t'intéresse. Hein. Voilà, c'est qu'il faut sortir des étiquettes là-dessus. Et je pense que la grille de lecture, qui est là depuis 200 ans, depuis 1789, qui est compréhensible, je pense qu'elle nous empêche de réfléchir. Les vocabulaires droite-gauche, pourquoi pas haut, bas, rouge-vert. Voilà. Donc je pense que c'est plus possible par rapport à la complexité du monde. On a un petit peu les couleurs aussi. Oui, les couleurs, oui. Les blancs et les rouges, c'est des vieilles couleurs. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte de ça, parce que ça nous bloque au niveau de la réflexion. Et c'est très difficile en ce moment d'en parler. Là, avec les mouvements militants que j'ai rencontrés, quand j'affirme ça, je dis on n'est pas de droite ou de gauche, c'est pas la question. Ça bloque. C'est pas évident. Ouais. Le dialogue devient difficile. Donc voilà, les 99%, élection émergente, donc sans candidat d'un collectif, avec des gens de l'éducation, de l'énergie, et en fonction des affinités des personnes, ils font découvrir, certains vont être très pointus sur la science, d'autres très sur le féminisme, d'autres sur l'économie, et donc chacun va amener ça. Donc tu vas sur le site, tu vas tout de suite, et puis tu votes, tu mets ta liste en moyenne les gens mettent 15 personnes, c'est intéressant, c'est la taille d'un conseil des ministres à peu près. Il y en a qui vont à fond, qui vont 150, 200, qui remplissent, d'autres juste un nom, c'est assez intéressant, il y a tout, mais la moyenne on va être autour de 15-20 personnes. Et ça change quelque chose, je pense, dans le fait de désigner une équipe. Parce qu'on amène un peu plus de complexité. Nous, on est complexe. On a un peu de tendance. On va avoir celui-là, mais celui-là. Un peu de droite, un peu de gauche, un peu scientifique, un peu artistique. Ouais, mais complètement. Tout ce il faut cet équilibre. C'est parce ça. Que vous cadrez quasiment pas. Vous avez une charte. Vous parlez de justice sociale, d'environnement, de démocratie directe. Mais ça reste des grandes lignes, quoi. Vous avez pas... et vous vous dites justement apolitique, sans lien avec aucun parti. Et donc ça donne des grandes lignes, mais finalement chacun va aussi mettre sur la table des personnalités qui répondent à un besoin ou à quelque chose qui est important pour eux. Et donc oui, ça peut être tous les domaines en réalité. Et il faut que tu aies différents domaines pour pouvoir exprimer ça. S'il en manque un, ça va pas le faire. Parce que nos vies, elles sont complexes. Donc oui, il y a une charte. On a essayé de mettre... En gros, il y a 3 défis, je pense, à réconcilier. Fin du mois, fin du monde, fin du vote. Je résume avec une petite punchline. Et surtout réconcilier les 3. Si on prend la crise des Gilets jaunes, c'est une taxe sur les carburants. Donc, une mesure au niveau écologique, mais qui touche donc, fin du monde. On gère un défi de fin du monde. Touche la fin du mois. Et aboutit à quoi ? Une demande de démocratie directe, de RIC constituant, de référendum d'initiative citoyenne. Donc, fin du vote. Quand je dis fin du vote, voilà, une vraie démocratie. Une vraie démocratie. Donc, ces 3 tendances, si on regarde bien, à chaque fois, elles sont entremêlées. Et en s'occuper d'une seule, on va perdre les 2 autres. Parce que quand tu parles de fin du vote, c'est le désengagement, c'est l'abstention. Voilà, le fait qu'on ne participe plus. Aujourd'hui, la force la plus grande, on est sur les dernières élections européennes, là on est... Tout à fait. Tout le monde parle des 3 blocs.
mais je pense qu'il y en a 4. Ouais. Et le quatrième, c'est la plus grande force du pays. Ouais. C'est l'abstention, plus, à mon avis, peut-être la moitié de l'électorat qui vote à contre-cœur, ou qui vote pour le moins pire. Raison, ouais. Donc, on pourrait se dire que vraisemblablement, on a une force de 60-70%, une majorité silencieuse. Qui demande quelque chose d'autre. Qui demande quelque chose d'autre, la création de quelque chose d'autre. On bifurque, on part sur autre chose. Ouais. Donc c'est important de le formuler comme ça. Aujourd'hui, quand les gens disent il y a 40% d'extrême droite, ou peu importe, dire non, tu peux déjà diviser par 2. Et il faut enlever l'abstention, il faut enlever les personnes qui font par contestation ou pour faire barrage, etc. Et donc on se retrouve avec une force politique, que je dis, on n'est pas partisan, mais au niveau politique, dans le sens gestion de la police, la cité, mais c'est aussi la police, la force. Gestion du bien commun, on va dire, je préfère dire, pour moi politique c'est gestion du bien commun. Tout à fait. Là-dessus on est extrêmement politique, et je pense que les gens qui votent pas, etc., sont extrêmement politiques. Et on a envie de ça, on a soif de plus de politique, mais une politique autre. Ouais. Donc ton approche, c'est de te dire que la meilleure façon d'apporter une alternative, c'est de prendre le problème à la racine, et donc plutôt que de travailler sur un nouveau programme, des nouvelles personnalités, un nouveau parti, etc. C'est non, en fait, le problème de base, c'est qu'on nous propose des personnes qui ne correspondent pas à ce qu'on recherche, quoi. Et donc là, faire émerger des personnalités compétentes, c'est la meilleure approche, en réalité, pour changer les choses. Alors c'est une toute petite brique dans quelque chose qui est, on vit dans une société de défiance, particulièrement en France. C'est pas, ça a été analysé par des économistes il y a 15-20 ans qui parlaient de société de défiance. C'est vrai. Si les derniers sondages là, sur les partis politiques, il y a un 85% de rejet, pas de confiance là-dedans. Donc je pense qu'il faut créer la relation de confiance entre gouvernants et gouvernés, restaurer ça, une dynamique, une démocratie interactive, une démocratie de la transparence, mais voilà, la démocratie de la confiance, et entre représentants et représentés. C'est en tout cas un des axes, moi je pense, et un équilibre entre démocratie représentative et démocratie directe. Donc là, moi, le site, l'émergence de candidats, tu dis les gens qui remettent en question le système d'élection. Oui, je remets en question cette notion d'élection, de briguer un mandat avec toutes mes formules, etc. tu pourras plus te l'enlever. Non, ça c'est sûr. Briguer un mandat, c'est magique. Ouais, c'est magique. C'est juste les mots qui sont. Mais je néglige pas le fait que c'est un tout petit morceau. Donc, je fais très attention à ça. C'est comme le référendum d'initiative citoyenne, c'est passionnant, mais il faut regarder un peu l'historique des plébiscites, des référendums qui ont été utilisés. Par exemple, sous Louis-Napoléon Bonaparte, entre 1850 et 1870, il utilisait à fond le référendum. C'est pas pour ça qu'on parle, c'était une démocratie. Donc, il faut faire attention à tout ça, aux dérives du référendum. Le Pen, dès les années 90, c'était à fond pour le référendum. Si on regarde les mouvements populistes, sont à fond sur la démocratie directe. Donc, et là, j'utilise tous les codes du populisme, avec le non les 99%, etc. Je parlais un peu, il y a Pierre Rosanvallon, un historien contemporain, qui a écrit ce livre magistral, Le siècle, 21e siècle, le siècle du populisme. Donc, on est dans la période du populisme. Mais ce qu'il a fait et qui est génial, c'est qu'il ne le juge pas en 10 secondes en disant c'est pas bien. Il le décrypte. Il essaie de comprendre quels sont les besoins derrière, qui sont légitimes, qui sont importants, pour pouvoir créer un nouveau système. Donc, il y a un nouveau système démocratique à mettre en place. Il y a une bascule du système, mais on va dire, ce qui est difficile, c'est qu'on n'est pas sur le fait de faire plus d'un système ou moins, ou de changer juste le processus d'élection. On est sur une métamorphose, donc le passage d'une chenille à un papillon. Donc on n'est pas à faire plus une chenille plus démocratique, ou plus de gauche, plus de droite, ou plus vert, plus rouge. C'est une métamorphose. Chenille à papillon. Donc il y a un changement méta à faire. En systémique, on parle de changement type 2, une vraie bascule à opérer. Donc moi je m'inscris là-dedans, c'est un tout petit morceau là-dedans, et j'espère qu'en faisant ça, je vais rencontrer d'autres personnes, et je rencontre là au quotidien des gens qui travaillent sur cette bascule systémique. Et on va pouvoir proposer quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Un autre exemple pour sortir de l'élection sans candidat à grande échelle, sur les99.fr, tac, on fait ce site, c'est très précis. C'est qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'expression citoyenne, au niveau des cahiers de doléances qui ont été sortis par exemple en 2019, sortis le mouvement des Gilets jaunes. Là, ils sont dans les archives nationales, ils n'ont pas été sortis. Il y a une littérature citoyenne, il y a des livres, des films là, qui sont en train de sortir, des propositions de loi pour vraiment
créer une plateforme numérique pour mettre à disposition cette littérature citoyenne. Mais au-delà de ça, il faut qu'on trouve un processus pour que l'expression des citoyens puisse être faite en permanence. On a les outils, des outils d'IA ou autres. Je rencontre des gens qui commencent à travailler là-dessus, sur une vraie expression citoyenne. Ça s'est passé à Taïwan, en Espagne aussi. Ils ont créé des plateformes numériques. Là, j'en profite, on est à Station F. Donc je lance 1000 appels. J'ai 1000 idées là-dedans. Il faut que chacun trouve le « Ah ouais, tiens, ça me parle ». Pour créer une plateforme d'expression de ce qui se passe au niveau des personnes. Ouais. Pas des statistiques. Lui, il est à 2000 €, lui 1000 €, autre. Non, qu'est-ce qu'il vit ? Tu prends J'invite tout le monde à aller dans les archives départementales. Vous allez voir les cahiers qui ont été écrits en 2019-2020. Ils ont été écrits à la main. Il y a eu 20 000 cahiers. En moyenne, 20 contributions par cahier. Il y a 400 000 contributions, 400 000 pages de cahiers manuscrits, des gens qui ont pris le temps, dans les mairies qui avaient été ouvertes à l'occasion. Et cette information n'a pas été exploitée. Donc, ceux qui ont les logiciels de reconnaissance d'analyse d'images, linguistique ou autre, éclatez-vous, les chercheurs s'éclataient là. Ils ont fait le travail en Gironde et en Creuse, d'éplucher ça. Il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot. Mais il y a 4 gilets jaunes avec 5-6 chercheurs qui ont bossé en Gironde qui m'ont raconté. Ils étaient tellement en colère, en rage à l'époque, qu'ils ont trouvé l'énergie de faire ça tous les jours. On avait pas mal de retraités. Mais ils ont saisi, ils ont pris en photo, et à la maison, il y avait des retraités gilets jaunes qui saisissaient le texte, et des linguistes, des chercheurs qui faisaient des analyses sémantiques du vocabulaire. C'est une pépite, ça n'a pas été exploité. Je me dis, pourquoi on n'a pas ça en place? Enfin voilà, non, mais c'est intéressant parce que ça... Je sais que je ne veux pas rester juste sur l'élection. Ça crée un lien sur la question que j'allais poser, mais en fait, ça y répond en partie. Comment, après avoir fait émerger des personnalités, tu fais émerger une cohérence, un programme commun. Alors, tu vois, là, j'utilise sûrement ma réflexion de personne qui est dans le système actuel, puisque tout de suite, je vais aller chercher un programme commun. Mais en réalité, ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que potentiellement, ce programme commun peut aussi émerger de cahiers de doléances, de remontées de la société civile. C'est ça. Moi, j'ai un principe cœur, j'ai dit intelligence collective, mais on va dire... C'est marrant, là où j'ai appris la médiation, gestion de conflits, les techniques de médiation, c'est l'Institut Émergence. Le nom, c'est Émergence. Ouais. Et le principe, c'est l'émergence. En fait, une médiation, et ça, la médiation m'a beaucoup formé, surtout à l'appliquer après en crise. À chaque fois que je fais une gestion de conflit, je m'aperçois que chacun a une rationalité, un point de vue légitime. On peut ne pas être d'accord. Mais souvent, il y a une cohérence derrière, mais qui n'a pas été entendue. Et quand on arrive à mettre les gens dans la même pièce, il émerge une nouvelle solution. Donc le principe d'émergence, je pense que c'est ça. C'est au niveau de l'élection, on va faire émerger des personnes. Au niveau du programme, s'il faut encore des programmes, il faut faire émerger les besoins des personnes et émerger des territoires. Si vous regardez les cahiers de doléances, c'est assez frappant. Alors, c'est assez frappant dans le fait que par rapport à 1789, c'est quasiment du copier-coller. Sauf que ça ne s'appelait pas l'ISF, privilège, c'était pas pareil. Il y avait la dîme au niveau du clergé, etc. Donc c'était pas tout à fait, mais il y a beaucoup de choses communes. Donc il faut faire attention à ça, parce que cahier de doléances, il y a tout un cycle après, sur les états généraux, sur après la Révolution, etc., la terreur, et puis un général à la fin au pouvoir, Napoléon. Bon, on va pas refaire ça. Non. Mais bon, on l'a fait dans les années 30, les mots comme Front Populaire, et puis après il y a ça, et puis après il y a l'extrême droite, et puis après il y a un Conseil national de la résistance, et puis etc., et un général au pouvoir en 58. Bon, j'espère qu'on va pas refaire. On l'a fait 2 fois, tu vois. Bon, donc, si je préfère le nommer, tu vois. Parce qu'on prenne un peu de recul sur la séquence, sur le temps. Donc, cette émergence au niveau des idées, des besoins des personnes, Jérôme Fourquet, il a théorisé ça, il appelle ça l'archipel citoyen. Il est sur les instituts de sondage, pour essayer de sentir ce qui se passe au niveau de la population. On a une population qui est un archipel, chacun est dans une île, on est un peu reliés, mais c'est très très hétérogène. Donc il faut qu'on travaille vraiment sur le fait comment, Pierre Rosanvallon, cet historien, parle du Parlement des invisibles. Comment les sans-voix, on leur donne une voix. Donc il y a un travail d'émergence à faire. C'est un travail gigantesque, mais il faut qu'on s'y mette, et sûrement certains bossent déjà là-dessus. Donc moi je vois un principe global, et ça on le voit au niveau des entreprises, des organisations. Frédéric Laloux, qui a fait ce travail sur les organisations humaines,
parle d'organisation vivante, reinventing organization, réinventer les organisations, comment on transforme des sociétés un peu mécaniques, avec des chiffres, des Excel, les organisations, en organisations vivantes, où on s'appuie sur les intuitions des personnes. Donc ça veut dire qu'on se dit, ouais, celui qui est paumé au fin fond de la Creuse, je suis du Limousin, donc c'est pas du tout une insulte, au contraire, j'adore la forêt limousine et c'est mes racines et c'est ce qui me fait. C'est très important pour moi, donc j'ai une vraie passion pour la forêt limousine. Son point de vue est légitime et important. Ouais. Je l'écoute vraiment. Ouais. Et on a des super outils pour faire ça maintenant. Donc allons-y, quoi. Non, mais et puis d'ailleurs, le processus de faire émerger, on en parlait tout à l'heure, des personnalités sur des sujets définit aussi, oriente déjà un petit peu un programme potentiel. Oui. Par exemple, je voyais dans la liste des personnes, on voit émerger Emma Aziza et Charlène Descolonges sur des sujets comme l'hydrologie qui ne sont mais alors pas du tout adressés aujourd'hui, donc très 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 peu, quoi. Alors que là tout de suite, quand tu demandes aux gens qui est-ce que vous mettriez dans votre conseil des ministres, on voit 2 hydrologues pour une hydrologie régénérative, donc comme quoi c'est un sujet qui importe les gens, quoi, qui mériterait d'être un peu plus mis en avant. Mais t'as raison, finalement c'est un petit raccourci, on pourrait dire c'est une approximation, une personne par rapport à certaines idées et un programme. Donc c'est sûr que nous, dans le classement, il y a Timothée Paric, par exemple, qui est assez haut. Sur la décroissance. Sur la décroissance. La post-croissance. Post-croissance, et son bouquin, c'est Ralentir ou périr. Il dit, voilà, il dit, attention, il faut qu'on travaille sur le bonheur national brut, le PIB est un mauvais indicateur. Dire, ok, il peut y avoir une prospérité sans croissance. Donc c'est sûr qu'en mettant en avant certaines personnes, tu dis, ok, il y a des personnes liées à l'eau. Donc c'est assez intéressant parce que c'est l'inconscient collectif aussi qui parle. Et tu peux le traduire peut-être en 20 secondes, 30 secondes, par les personnes que tu suis intuitivement. Tu vas traduire cette complexité, mais tu vas traduire une intuition que tu n'auras pas avec certains politiques qui ne vont pas te représenter. Alors que là, tu peux dire carrément, ouais, l'eau, c'est super important. Numéro 1, donc Emma Aziza, Charlène Descolonges, il faut qu'elle soit écoutée. Bien sûr. Et donc, tu vois, tu prends l'eau, si tu entends le discours d'Emma Aziza, alors rigoler, je lui dis... dans les premières blagues, c'est une des premières avec qui on a une interaction. Elle dit, mais l'eau, elle est partout, quoi. Même tu décides du nucléaire ou pas, il faut de l'eau pour le nucléaire. Au niveau vital, il faut de l'eau partout. Pour la santé, enfin, l'eau est partout. Donc il faut peut-être pas aller jusqu'à un ministère de l'eau. Mais pourquoi pas pourquoi pas, tu vois. J'ai eu sur le sol, tu vois, on a des gens, j'adore, dans le groupe là qui ont émergé. Il y a Perrine Bulgheroni, donc Madame Permaculture en France, qui a travaillé sur la ferme du Bec et Loin. Mais on a aussi Bernard Adair, moins sur la permaculture, mais il a une ferme de 400 hectares. Il a 200 hectares en agriculture conventionnelle, plus classique, mais il a 200 hectares en semi-direct sous couvert, agroécologie, avec des vaches limousines. Donc il cherche un équilibre entre les deux. Et on a aussi Noémie Calais, qui est éleveuse de porc noir, mais qui avait fait Sciences Po avant, mais qui ne pouvait plus vivre dans ce monde trop intellectuel ou autre, et qui, par des soucis de santé, a dû revenir à la terre. Donc il y a une complexité. Mais dans l'équipe, nous, il y a ces 3 ou 4 personnes qui ont émergé. Donc il y a cette complexité à intégrer. C'est pas si simple, en fait. C'est pas si simple. Donc le fait de choisir des personnes donne clairement des indications sur l'eau, des sujets qui nous semblent importants. Et 2, l'équipe autour de ces personnes fait qu'ils vont être obligés de bosser ensemble et de trouver des... On ne peut pas être puriste de la permaculture ou puriste de ferme photovoltaïque. Il va falloir concilier ça. Ça apporte une vraie richesse de réflexion et une complexité dans la coordination en fait, de ces différents experts autour de quelque chose qui pourrait faire du sens. Et là, on a un problème. Parce qu'ils sont tous radicaux. C'est dans le sens radicaux, le bon côté et le mauvais côté. Je vais à la racine des choses, donc l'eau, etc. Expert. Mais quand tu leur parles, ils te parlent que d'eau. Et puis l'autre, il va te parler que de pesticides. Et puis l'autre va te parler que de nucléaire ou d'énergie. Tu vois, donc comment on les met d'accord? Pas évident. On peut être au niveau de la charte. On a commencé à faire des visions pour discuter ensemble. Personnalités qui sont émergées de cette forme. Voilà, on les fait bosser ensemble. Au début, c'était pas notre plan. Ils ont mis en évidence ça, c'est qu'on s'était dit, au tout début, je suis des années 80, donc j'avais dit au début on fait un top 50, on fait émerger, désolé, j'ai choisi ça en une demi-heure, un peu tout seul dans mon coin, c'est un projet personnel au début et après des bénévoles sont venus. Donc j'avais mis en place top 50, on fait les votes et puis on prend le top 50, ça fait une équipe et puis on les fait bosser ensemble. Bon, très bien.
Bon, après, comme il y avait plein de gens intéressants, les gens me disaient, on peut pas en mettre plus. Je fais top 150. Et puis, je fais la... Et un jour, il y a Cédric Ringenbach, le créateur de la fresque du climat, qui émerge, je le mets en avant, et puis sur LinkedIn, il fait, bon, quand est-ce qu'on fait un conseil des futurs ministres? Et puis, je lui réponds, les chiches. Au taquet. Bon, et puis du coup, je fais un groupe WhatsApp, puis j'invite les gens, et puis bon, mais ils sont venus, quoi, dans le groupe WhatsApp. D'accord. On s'est mis à faire des visios. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, excellent, ensemble ouais. Et je m'étais pas aperçu que c'était ça l'équipe, en fait, des 99%, Mais oui. entre autres. Bah, bien sûr. Et en fait, je rejoins comment on les met d'accord. C'est déjà, est-ce qu'ils veulent venir bosser ensemble? Et c'est le premier critère. Au-delà même compétences et services des autres ou accord avec la charte, est-ce que les personnes se disent, je suis suffisamment modeste et humble pour dire j'ai besoin des autres pour avoir une vision d'ensemble des choses? Est-ce que je suis prêt à penser contre moi-même, à aller contre mes croyances, à lâcher prise? Est-ce que ça m'intéresse de bosser avec les autres, ou est-ce que ce qui m'intéresse, c'est de passer à la télé, de faire des conférences et de bien vivre de la vente de mes livres? Est-ce que je me sers de ça, ou est-ce que je suis au service d'un truc plus grand que je pressens qui est pas mal? Et donc, le premier critère, si je dis ça, c'est que des fois, j'ai des alertes avec des personnes. Quand j'en publie un, des fois, j'avais des messages, je recevais par des personnes qui avaient déjà émergé, qui disent « Non, mais lui, c'est pas terrible, et puis lui, il a un conflit d'intérêts autre qui est balancé sur les autres. » Et dire « Ok, s'il y a un dénigrement ou autre, on va pas pouvoir bosser ensemble. » Donc, c'est compliqué. Donc, j'ai déjà un premier filtre dans le système qu'on est en train de mettre en place. Au service des autres, mais prêt à travailler avec les autres aussi. Prêt à travailler avec les autres. Et on vit ça dans les bois, on est capable de le faire. Quand on part en famille, s'il y en a un qui veut aller à la montagne, l'autre à la mer, on discute. On ne fait pas deux clans, on n'impose pas, on ne fait pas un 49-3 pour dire non, on va à la mer. Ce n'est pas un rapport de force. Donc finalement, on peut, dans l'émergence, on peut essayer de travailler là-dessus, sur est-ce que les gens ont un goût au collectif. C'est vrai. Et je pense qu'un des meilleurs synonymes du mot démocratie, c'est modestie. Si, sur une dictature, sur d'autres systèmes, etc., on va dire, ok, je délègue mon truc. Démocratie, c'est dire tout seul, je sais pas grand-chose, quoi. J'ai besoin des autres pour réfléchir. Et donc, la première des choses à faire, c'est est-ce que notre système, d'un mouvement ou autre, est démocratique? Et démocratique dans le sens, je vais apprendre des autres. Donc, c'est un peu ça qui va fédérer, je pense, c'est la pierre angulaire, le point de départ. Voilà. Et donc là, tu commences à avoir des personnalités qui ont émergé, mais qui en plus ont envie de s'investir, quoi. Oui. Et puis, alors là, je le vois, ce qui est génial, et je pense qu'il y a une vraie bascule, c'est que là, on a commencé à créer un vrai collectif. C'est que là, dans cette période agitée, là, avec la dissolution, bien sûr, il fallait se positionner. Ah ouais. Donc, et là, c'était pas évident. Et j'ai proposé des choses autres, et ils m'ont tout de suite contré. Ils m'ont dit non, mais attends, ça correspond pas au mouvement, là, ce que tu dis. Donc j'ai eu deux trucs. Déjà, je me dis, vous faites chier, c'est moi qui je fais sur mon temps libre, je crame l'énergie, c'est compliqué, je suis tout seul. Il y a quelques bénévoles qui m'aident, mais c'est quand ils ont le temps. Aujourd'hui, très peu de monde vont s'engager tous les jours, tenir une discipline d'1 ou 2 heures tous les jours, c'est très, très difficile. C'est des machines à burn-out, les mouvements politiques, les mouvements militants aujourd'hui. Parce qu'on est sur des croyances, mais les gens s'épuisent là-dedans, donc il faut faire attention. Je dis quand même, ils sont pas d'accord avec moi, c'est terrible. Je peux même pas être un tyran éclairé, je suis fait prendre dans mon propre jeu. Ils m'ont rappelé à l'ordre. Ils m'ont rappelé, mais regarde, c'est quoi les 99%? C'est pas les partis politiques, ça se situe en dehors. Tu vas te couper des 99%. Donc ils m'ont rappelé, c'est pour ça que le nom il est important. L'ADN même de ton mouvement, c'est justement hors des partis. Hors parti, quoi. Donc, c'est quelque chose à part. Et donc notre positionnement était de dire, quoi qu'il arrive avec ce qui se passe au niveau des partis, peu importe, la force c'est que le 8 juillet, en sortie des législatives, il va falloir qu'on vive ensemble. Il va falloir que tu vives avec ton voisin. Moi j'ai des voisins d'extrême droite, de gauche, d'abstentionnistes, j'en ai partout, quoi. Macronistes, il y a tout, des mélenchonistes. Il faut continuer à vivre ensemble. Donc dans une société divisée et fractionnée, comment on continue à vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on crée pour pouvoir fédérer et unir les gens? Surtout à une période où c'est normalement les mois de juin, on fait la fête, il y a l'Euro, le foot normalement ça nous rassemble, on est tous derrière l'équipe de France, après qu'on y croit ou pas, moi je me mets à être supporter de l'équipe de France, je ne suis pas le reste du temps. Il y a les JO, c'est un truc qui fédère, c'est fait pour ça, c'est à un moment donné on fait la paix.
Donc là, c'est une énergie de fractionnement, de division, de partie. Partie, c'est je prends que la partie d'un truc et je m'oppose fortement, très clivant, qui nous envahit. Donc on sort des élections européennes, dès le lendemain, on continuait à diviser la population. Et on va continuer dans les mois à venir. Donc, en ce moment, le positionnement m'a permis de dire... Et ils m'ont engueulé là-dessus. Ils m'ont dit, non, ça ne va pas. Hein. Et il dit, de dire, non, on est sur la construction, on est sur la suite de rassembler la société, hors des partis, parce que les partis divisent, on fait ce diagnostic. Les partis divisent, il faut un nouveau système, un réveil citoyen. Donc, travaillons sur le réveil citoyen. Il faut garder le cap. Il faut garder le cap. Et puis, créer un imaginaire qui est positif. Donc, par exemple, quand les gens vont sur le site, sur les99.fr, ils arrivent, ils lisent 2-3 trucs, et puis, ils peuvent choisir. Ils peuvent voter, comme votre panier Amazon, tu vois, là. Et puis, tu choisis tes personnalités. Il y a des recommandations aussi. Là-dessus, on en parlera, les algos, c'est très compliqué. Sur la parité homme-femme, c'est un vrai sujet. On n'a pas encore craqué ça, c'est très difficile. Mais c'est un vrai sujet. Très vite, hein, tu tombes là-dessus. Au niveau des algorithmes de présentation des candidats. Enfin, des candidats, des personnes. Et rien que le fait de faire ça, les personnes tu les remets en puissance, en fait, de choisir, de mettre de la complexité, de proposer des noms. Donc, tu les mets en situation de pouvoir et de puissance. Et je pense qu'il faut tous les imaginaires dans les mois, années qui viennent, doivent être à développer la puissance des personnes, pas le pouvoir de domination, mais qui se sentent, comme quand tu fais le jardin, ou tu fais de la couture, ou tu fais ton code, ou n'importe quoi, le plaisir de faire, et de pouvoir agir, et de pouvoir agir sur ton environnement. Donc, je pense qu'il faut créer plein de choses autour de ça. Donc là, quelles sont les personnalités qui ont émergé, qui s'investissent et qui commencent à créer, comme tu le disais, un peu l'équipe des 99%? Alors, les premiers je suis en même temps un peu embêté parce qu'il y a 1000 biais dans notre initiative. C'est d'une part, ça part de moi, je l'ai beaucoup teinté, donc je bosse dessus, donc j'ai teinté. Ça, j'ai mis sur le réseau LinkedIn, enfin j'avais mis sur les différents réseaux, mais c'est LinkedIn qui émerge, c'est très intéressant. Voilà. Donc c'est une catégorie socio-professionnelle particulière, c'est un réseau particulier, ça ne touche pas certaines personnes. Donc il y a beaucoup de biais. Donc je préfère le dire par rapport à ça, parce que j'espère qu'on va trouver des mécanismes, ou qu'il y aura des meilleurs... Pour ouvrir un peu plus. Pour ouvrir, au niveau... alors, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est de dire, il faut, je pense, une loi des grands nombres, donc beaucoup de votants. Il faut une bonne représentation, parité homme-femme, parité sociale, parité géographique, des personnes racisées et non racisées. Donc multiplier les sources aussi. Ouais, c'est ça, les sources où travailler. Et ça c'est pas évident. Donc aujourd'hui, il y a plein de biais. Mais on va dire, je vais en citer quelques-uns pour montrer qu'il y a quand même une diversité. On va voir des gens, alors pas mal autour climat, énergie, des gens, par exemple des auteurs du rapport du GIEC. C'est Valérie Masson-Delmotte, ou Yamina Saeb qui a rejoint le collectif. Des gens comme Jean Covici. Bien sûr. Je citais Cédric Ringenbach tout à l'heure sur Fresque du climat, Emma Aziza sur l'hydrologie, Charlène Descolons. Au niveau économiste, on a Timothée Paré, qui a Esther Duflo, qui est prix Nobel d'économie. Dominique Méda, qui est sociologue, qui a une vision assez systémique des choses, qui est haut fonctionnaire à la base. C'est pas mal d'avoir des hauts fonctionnaires aussi, de connaître un peu le mécanisme de l'État. Ça peut aider. Ça peut aider, comme Nicolas Dufresne aussi, qui a écrit le livre Se libérer de la dette. C'est pas mal. Entre Timothée Paré, ralentir au pire, on revient sur le bonheur, et pas sur la consommation à outrance qui nous rend malheureux, et se libérer de la dette. Il dit, bon, il y a un gisement, il y a 400-500 milliards là, qu'on peut enlever. J'ai pas tout compris. Mais ça a l'air d'être un bon gars, et on peut lui faire confiance, je pense. Il faudra qu'il nous explique. Si on combine un peu tout ça, on va bien arriver à faire quelque chose d'intéressant. Voilà, donc il y a des gens comme Arthur Keller au niveau systémique, c'est passionnant parce qu'il a vraiment une vision d'ensemble. Alors dès que on met une étiquette là-dessus... Peut-être l'architecte L'architecte, je verrais bien un coordinateur d'un programme, si le mot programme, d'un coordinateur systémique. Si j'utilise des mots un peu comme il utilise... un peu différent. Il y a la pédosphère, le sol, il y a l'hydrosphère, il y a la lithosphère, il y a l'atmosphère, il y a l'anthroposphère, et il faut les faire articuler. Donc dès qu'on va lui dire quelque chose, il dit « Ouais, mais est-ce que tu as vu l'interaction avec l'autre ?» Donc c'est insupportable de travailler avec lui, mais parce qu'il est bon, quoi. Il a une vision d'ensemble des choses. Il lâche rien. Voilà, il lâche rien, il est excellent. Mais je pense à Denis Lamache, qui est maire rural en Vendée.
maire rural, donc c'est les communes moins de 3500 personnes, qui nous parle beaucoup du consensus éclairé. Lui, ce qu'il fait au niveau de sa commune, c'est lui qui nous dit il ne faut pas de programme. Il dit, ça c'est une vision balistique des choses, c'est que je vise. Déjà qu'il ne fallait pas de candidat, alors maintenant pas de programme. Maintenant pas de programme, bon, on va finir avec pas grand-chose, mais peut-être juste. Peut-être qu'il faut, le plus naturel arrêter. Possible, ouais. Faut arrêter de faire peut-être un truc émergent et de viser juste un endroit de certaines mesures qui vont avoir un impact dans son ensemble. Donc ralentir un peu là-dessus. Et puis pouvoir s'adapter à des systèmes. S'il y a une pandémie, s'il y a une catastrophe naturelle, il faut un programme ou en tout cas un système résilient. C'est surtout ça. Est-ce que je peux encaisser les chocs ? Ça, l'agilité, tu connais. Ouais, l'agilité, ouais, c'est vraiment ça. Et c'est marrant, Denis Lamache, quand il nous parle de ça, qui est maire pourtant, il nous dit non, moi, je travaille sur consensus éclairé. Okay. Consensus éclairé, les gens viennent sur un sujet et puis on va faire venir les experts et comme ça ils vont éclairer la décision avec leur un peu comme la Convention citoyenne pour le climat. C'est pour ça que je dis on a des briques qui ont émergé ces dernières années, que ce soit autour des gilets jaunes, ce qui a émergé, un mouvement qui ne veut pas de leader mais qui met une pression telle qu'il faut que les leaders se tiennent à carreau. C'est intéressant. Il ne veut pas de chef, pas d'intermédiaire, mais qui font sortir le référendum d'initiative citoyenne comme revendication. La Convention citoyenne pour le climat, tiens, on tire au sort, 150. Très intéressant. Ils ont réussi à bosser ensemble à 150, en peu de jours, avec des personnes vraiment qui représentaient vraiment la France, des retraités, des ouvriers, etc. Donc il y a des éléments. On rejoint la démocratie athénienne, là, avec des personnes qui sont tirées au sort, directement issues du peuple, pour venir représenter les intérêts. Voilà. Et ça, je pense, c'est une brique. Le tirage au sort est une brique. Et c'est là qu'il faut faire attention et vraiment lire Le siècle du populisme de Pierre Rosanvallon. Okay. De faire attention à ce rééquilibrage qui pourrait être fait. Okay. Qui pourrait, dans un imaginaire de l'agora athénienne, où il n'y avait pas les femmes et les esclaves. Oui. Donc c'était une partie. Oui, quand même. Voilà. Et donc les artisans, il y en a qui faisaient le boulot, donc des gens qui avaient le temps de se cultiver et puis de décider ensemble. Donc il y avait une société des égaux, l'agora était quand même assez limitée, et puis il y avait les conditions pour le faire. Il fallait beaucoup d'esclaves. Donc on pourrait dire que là, c'est les machines, nos esclaves, etc. Mais c'est complexe, il faut bien regarder ça. Okay. Et puis au niveau de la taille, c'est comme la Suisse. La Suisse, c'est aussi 500-600 ans d'histoire de démocratie directe. Donc il faut regarder l'historique aussi. Donc en France, il va falloir qu'on trouve quelque chose. Mais il faut faire très attention, à mon avis, au modèle du passé, au modèle d'autres pays. Okay. Il va falloir qu'on prenne le temps de faire émerger quelque chose. Donc pour revenir au nom des personnes, voilà, c'est Denis Lamache sur consensus éclairé. Bernard Adin, j'ai cité tout à l'heure, plus au niveau agriculture. Sana Saïtouli, j'aime beaucoup, elle est cofondatrice avec Féris Berka de Banlieue Climat, donc au niveau des quartiers populaires, au niveau des banlieues, comment sensibiliser les jeunes au climat. Mona Amirouche, j'adore, Banlieue School, il y a toute une bande Banlieue Santé, Banlieue Climat, Banlieue School, qui ont travaillé au niveau des quartiers populaires pour sensibiliser. Banlieue Santé au niveau du Covid pour amener des soins aux personnes, donc vraiment de la solidarité, mais ils ont décliné ça après avec Banlieue Climat, sensibiliser au climat, et puis Banlieue School, comment lutter contre le décrochage scolaire. Bon, c'est des petits exemples, mais pour dire, il y a quand même une variété. Une vraie diversité déjà. Une vraie diversité, voilà. De sujets. C'est ça. Et à chaque fois des experts, des personnes qui sont impliquées sur qui sont impliquées. Des sujets c'est très le précis, combat de leur vie, quoi. 10, 15, 20 ans. Anaïs Voïgilis sur la réindustrialisation, ça fait 20 ans qu'elle bosse là-dessus. Et c'est compréhensible. Il y a Aurore Stéphane aussi qui rejoint rien que sur les ressources minières. Voilà, il nous faut des gens comme ça c'est leur combat depuis 20 ans. Voilà, engagés. Et après, il y a différents niveaux de salaire, différentes géographies. Voilà, donc il y a moyen, en fait. Super intéressant. Donc est-ce que l'avenir de la politique serait un peu moins de politique ou politique différente en tout cas? Ouais, l'avenir de la politique. Alors, la politique, de toute façon, on n'a pas le choix, parce que c'est la gestion du bien commun. Donc soit on lâche l'affaire, et puis on est gouverné par quelques jeunes de la Silicon Valley, et on se laisse sur des plateformes, on oublie ça. Donc gestion du bien commun au niveau d'un territoire. Ça, il en faut encore plus, parce que le territoire va être fondamental. Je pense qu'il faut Bruno Latour, le philosophe, a créé ce bouquin très intéressant, Où atterrir. Après, c'était un peu pessimiste, c'est où les solutions, quoi. Où est-ce qu'on atterrit? On atterrit sur le territoire déjà. Et il y a des gens sur le territoire, et on fait émerger leur ressenti, leur idée. On considère que c'est légitime.
Donc on essaye vraiment d'écouter, on ouvre à fond les oreilles. Donc encore plus de gestion du bien commun. Parce que nos vrais moments de bonheur, et ça les scientifiques l'ont étudié sur un temps long, 40-50 ans, sur la fin de vie, on ne se dit pas est-ce que j'ai plus contribué au PIB, ou est-ce que j'ai mieux revendu ma start-up, ou je ne sais quoi, ou est-ce que j'ai... c'est pas du tout ça, c'est quoi la qualité de mes liens, les liens que j'ai construits. Donc c'est du lien. Et ça, il n'y a que avec le travail du bien commun qu'on va pouvoir tisser ces liens. Il faut qu'on se rende responsable, qu'on s'occupe de notre quartier, de notre truc, qu'on reprenne de la décision au niveau de nos territoires. Donc je pense qu'encore plus de politique. Comment on dégage du temps? Je prends juste un exemple, mais je rêve d'une semaine de 4 jours, pas parce que c'est bien et des RTT, c'est pas ça, c'est qu'on est tous nos vendredis, qui sont des vendredis citoyens. On fait des agoras dans les mairies, on discute, on déclenche des référendums d'initiative citoyenne, on s'occupe du jardin partagé. Dans les collèges, les lycées, ils redéfinissent la constitution du collège, du lycée ou de l'école primaire, dès le CP. On en fait des personnes qui sont indépendantes d'esprit et qui décident. On remet de la démocratie partout. On remet ça. Ça veut dire que si on fait ça même dans les familles, on va pouvoir voir ça. Dans les entreprises, on va voir. Il faut de la codétermination dans les conseils d'administration. Donc, ouais, la démocratie partout. Donc on n'a pas encore démarré la démocratie. On n'a pas encore, si on regarde bien nos entreprises. C'est génial, c'est un beau projet de société, la démocratie. Peut-être qu'il faudra trouver un autre nom, mais finalement je l'aime bien. Démocratie, je dis, quand est-ce qu'on démarre? Moi j'ai hâte. J'essaye de faire à ma mesure, sur mon temps libre. Mais si on est beaucoup à le faire, on oublie un peu les partis politiques, on oublie qu'on croit être la démocratie. Mais je dis, c'est un projet pour le 21e siècle, la démocratie. La vraie. La vraie. En France, on a un niveau de PIB qui le permet. Il y a des endroits, c'est plus compliqué. Donc je me dis, si on ne le fait pas, on est un des meilleurs endroits pour mettre en place la démocratie au 21e siècle. Mais ça veut dire, si démocratie rime avec modestie, ça veut dire lâcher prise des personnes qui l'incarnent. Ça veut dire qu'ils émergent parce que c'est des leaders naturels, parce qu'on les pousse aux fesses, même s'ils ne veulent pas y aller. Et on commence à mettre en place cette démocratie. Donc c'est un super projet de société. Enfin, j'ai hâte, quoi. C'est tout un programme. Ça te dit? Ouais. Je suis super chaud. À fond pour la démocratie. Non, bah écoute, c'est super intéressant. Je trouve que ça pose vraiment plein de bases, tout ce que tu dis pour réfléchir différemment, aborder la société différemment et effectivement prendre un nouveau chemin tous ensemble qui peut faire beaucoup plus de sens. Donc, je te remercie beaucoup en tout cas, Nicolas. Merci, Guillaume. Et écoute, on va suivre ça de près. En tout cas, bon courage et puis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Ciao.